Ce dimanche, 23 février, la Terre entière et Twitter a tremblé en suivant, presque en temps réel, le déroutement de ce 787, ce Dreamliner d'American Airlines, qui a volé plusieurs heures après avoir rebrouché ce chemin à cause d'une alerte à la bombe. Alors, il s'agirait d'un email qui a été reçu, et dans l'aviation, quand il y a de doute, il n'y a pas de doute, et qui a amené cet avion à faire demi-tour et à se diriger vers le terrain international de Rome. Or, il faisait beau et il a été intercepté par deux EF-2000. Donc ça s'est vu quasiment en temps réel sur la toile, cette interception. D'ailleurs, les deux Typhoon ont initialement pris une vitesse supersonique pour rejoindre le plus rapidement possible ce 787. Et les images, qu'elles soient prises depuis le sol ou partagées directement par l'armée de l'air italienne, nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur la posture permanente de sécurité de nos amis italiens. Et comme vous le savez souvent sur cette chaîne, on vous met en garde, on vous sensibilise entre la différence sur la capacité militaire d'un avion sur le papier et la réalité au combat. Et ça n'a pas loupé. Regardez ces images de ce Typhoon en colonne, comme on dit, juste derrière le 787. Je ne sais pas s'il a du canon à bord, j'espère, parce que sous les ailes, il ne dispose que d'un seul missile ASRAM avec 10 kg de charge militaire. Autant vous dire que s'il faut abattre le Dreamliner, c'est pas gagné. Allez, on rentre dans le détail juste après le jingle. Alors les détails. Ce que l'on sait, c'est que le vol American Airlines 292, décollé de New York, devait se rendre à New Delhi, un vol de 14 heures qui va éviter toutes les zones interdites d'un certain coin est de l'Europe. Et alors qu'il était du côté du Turkménistan, il a fait demi-tour. À son bord, 199 passagers et 15 PN, que ce soit PNT, les pilotes, ou des PNC, les hôtesses et stewards à l'arrière. Un email avec une menace à la bombe aurait été reçu. Il y a donc, et je cite, une menace potentielle liée à la sécurité à bord et la décision est faite de faire demi-tour et d'aller se poser à Rome, où American Airlines dispose d'une escale, donc dispose de soutien qui va leur permettre de gérer l'avion, mais également soutien commercial. Quand vous vous dégagez avec un avion de ligne, vous avez des différentes listes. Ces listes vont vous permettre de savoir si tel terrain est disponible en secours ultime, mais une fois posé, c'est le début du show, ou alors vous avez des terrains où il y a des sous-traitants, ou alors des terrains où il y a des personnes de votre entreprise qui peuvent vous attendre, qui peuvent vous aider, et forcément, dans les prises de décision, cela va avoir un impact. Mais il ne faut pas se mentir, sur une prise de décision comme ça, il y a de grandes chances que l'équipage écoute les consignes qui lui viennent de son état-major, si je puis dire, des opérations aériennes qui vont dire, c'est tout organisé, tu vas te poser à Rome. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une partie diplomatique également à gérer, et dans le cas d'une alerte à la bombe, forcément, ça remonte un petit peu plus haut que le simple niveau du commandant de bord. Pour la petite histoire, une fois posé à Rome, il y avait 50 personnes qui n'appartenaient pas à l'espace de Schengen, qui ont eu des petits soucis de passeport et qui ont dû rester dans le terrain. Les autres ont pu dormir à l'hôtel avant que ça reprenne à destination de New Delhi. Il y a un homme qui se balade dans le terminal en peignoir. Je crois qu'il est CIA. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas le terrain de Rome, je vous ai dit, 49 millions de passagers l'année dernière, 3 pistes, entre 3200 et 3900 mètres. Gros hub pour ITA. Alors, Alitalia, c'était avant. Ils ont été repris par ITA. Que d'un point de vue économique, ça s'est moyennement bien passé pendant la Covid. Ce terrain de Rome a une forte expérience avec le terrorisme, parce qu'en 73, il y avait eu, lors d'une attaque, 34 morts et en 85, 19 morts. Mais là, vraiment, ce qui va nous intéresser, ce sont ces deux Typhoon. Alors le Typhoon, vous le connaissez, il y en a plus de 620 qui ont été livrés, c'est une entreprise entre les Britanniques, les Italiens, les Allemands, les Espagnols pour sortir ce chasseur européen, 11 tonnes à vide, 21 tonnes à la masse max, un tout petit peu plus léger que le Rafale. Les premières missions de combat en 2011 avec la Royal Air Force en Libye. Derrière, ils ont connu le feu au Yémen, où d'ailleurs l'Arabie Saoudite en a perdu un et son pilote. En 2021, un Typhoon avait abattu en Syrie un drone, bien avant qu'on en parle sur le territoire ukrainien. Donc vous voyez
Les drones, c'est pas un sujet qui vient de sortir du chapeau, mais quelques accidents également assez notables pour ces Typhoon. Il faut savoir que 12 cellules ont été perdues, 7 pilotes perdus, ce qui fait quand même beaucoup, et 10 avions complètement cassés. En 2014, lors d'un exercice d'interception avec un Learjet allemand, eh bien, c'est un avion de l'armée allemande qui s'était retrouvé en abordage avec un Learjet. Le Learjet avait été perdu, on en a parlé sur la chaîne. Mais si on regarde les Espagnols, ils en ont perdu 2. Un en 2017 avec un pilote d'essai lors d'un meeting aérien devant toute sa famille. Malheureusement, on en a parlé sur la chaîne également, si vous rentrez trop bas, trop rapide au niveau de vos points clés, ça ne passe pas. Regardez ces images, c'est tragique. Il n'a même pas essayé de sortir de son avion, il a essayé de récupérer, mais voilà, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et en 2022, un crash de nuit assez intéressant, on pourra revenir dessus sur la chaîne si vous le souhaitez. L'armée italienne, de son côté, existe depuis 1923, 43 000 personnes, on est quand même sur une armée qui fait presque la taille de l'armée de l'air française, mais ils ont moins de chasseurs, ils ont 96 Typhoon, enfin ils en avaient commencé 96, et du coup il en reste 93, et ils viennent de relancer une commande l'année dernière, avec 24 Typhoon de la nouvelle série, la tranche 4, pour remplacer 27 Typhoon de la tranche 1. Le but, eh bien, c'est de prendre des versions plus modernes, comme avec le Rafale. On a eu Rafale F1, Rafale F3, Rafale F4 maintenant. Ces différentes versions sont des avions qui évoluent avec le temps. Sinon, le gros de la chasse italienne future va être également 95 F-35. Ils vont remplacer les 46 Tornado. Vous allez avoir 75 de la version A, la version classique, 20 de la version B, la version décollage vertical. Et en plus de ça, l'aéronavale italienne va récupérer 20 B afin de remplacer ses arrières. Point à noter, niveau guerre électronique, niveau surveillance du ciel, ils sont équipés de Gulfstream 550 et ils en ont acheté et commandé d'autres. Point très important, si vous regardez la puissance militaire d'un pays, vous voyez une centaine de chasseurs, une centaine de chasseurs supplémentaires F-35, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Et le talon d'Achille d'un avion de combat, c'est son autonomie. Regardez sur les images d'interception, il y a des bidons, on a besoin de pétrole pour voler, encore plus en supersonique, et là, eh bien la flotte italienne, elle n'est pas folle. Ils ont 4 KC-767 à l'heure actuelle, 3 KC-130, autant vous dire que vous pouvez avoir 200 chasseurs, si vous avez 7 tankers, vous n'allez pas les projeter bien loin, sauf eh bien, si l'US Air Force vous aide. Et là, on est dans un problème plutôt géopolitique. En plein dans le dos. T'as vu ça? Alors nos chasseurs du jour, ils ont décollé de Grosseto. On est au nord de Rome. C'est une base de chasse qui d'ailleurs est utilisée par les P-47 en 1944, qui abrite la 4e Stormo. J'ai eu la chance de travailler avec eux, ils étaient venus nous voir à Landivisio. Et ces deux chasseurs, regardez sous les ailes, qu'est-ce qu'on voit sur l'avion de tête? On voit 2 bidons. On a l'impression de voir de l'armement en bout d'aile, que nenni, sur Typhoon en bout d'aile, c'est la guerre électronique. Donc d'un côté, vous avez du pod de guerre électronique, et de l'autre côté, quelque chose de très malin, qu'on aimerait bien avoir sur Rafale, ce sont les leurres tractés. Alors le leurre tracté, vous avez une sorte de câble, et vous avez un petit leurre qui arrive derrière qui va faire de la séduction. Et comme ça, si un missile vous arrive dessus, normalement, il est censé préférer le leurre tracté au bout d'un câble derrière votre avion, les Américains ont ça également avec le F-18, que venir vous taper vous. Et donc ça permet, d'un point de vue tactique, d'être beaucoup plus agressif. Et par exemple, dans la SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, dans la suppression des défenses ennemies, vous pouvez rentrer dans le volume de l'adversaire, l'amener à tirer, en espérant, normalement, c'est censé venir sur votre leurre, et vous, comme ça, eh bien vous avez une meilleure survivabilité. Donc souvent, on dit que pour augmenter votre survivabilité, il faut de la furtivité. C'est effectivement vrai, mais vous pouvez également avoir du leurre tracté, ou en France, nous on est à fond sur la guerre électronique. Là, le Typhoon, guerre électronique et leurre tracté. Maintenant, quand on regarde un petit peu sous les ailes, on voit que partie gauche, vous avez un missile. J'utilise le conditionnel parce que j'étais pas à bord, mais ça ressemble à un ASRAM. L'ASRAM qui a peut-être le nom de missile que je préfère parce que c'est un missile infrarouge qui va donc se guider sur la chaleur de vos tuyères d'échappement. ASRAM. Je vous laisse traduire tout ça dans Google. Et en théorie, ça veut dire Advanced Short Range Air-to-Air Missile. Donc c'est en fait la version améliorée d'un Sidewinder, fabriquée par les Britanniques. À la base, ils devaient bosser avec les Allemands, mais ils se retrouvaient tout seuls. Et ça a une portée de 300 mètres à 18 km, avec, comme on le disait en introduction, une petite charge militaire de 10 kg. Donc face à un gros avion de ligne, vous allez peut-être détruire un moteur, mais il y a de grandes chances qu'il continue à avancer tranquillement
en N-1 en monomoteur. C'est pour ça qu'après, c'est peut-être intéressant d'avoir du canon. Toujours est-il, pourquoi est-ce que le chasseur est juste derrière? On va pas se mentir, il y a 9 chances sur 10 pour faire des belles photos. Surtout si vous savez qu'il y a un risque que l'avion de ligne explose. Mais blague à part, quand vous venez intercepter un avion, il y a 2 grandes idées. La première idée, c'est est-ce que vous souhaitez être vu? Et là, clairement, on voit que les chasseurs sont derrière, donc non, ils ne souhaitent pas être vus. Ce qui, dans un cas comme ça, est plutôt logique. Ce qui amène quand même à questionner, maintenant qu'on sait qu'il y a la connectivité à bord, est-ce que American Airlines avait coupé la data à bord de l'avion? Je pense qu'au niveau des procédures, ça serait intéressant de voir que s'il y a un souci à bord, pouf, on passe en mode citadelle, comme on disait dans la marine, et il n'y a plus aucune connexion. Sinon, les personnes à bord peuvent voir en temps réel ou grâce aux réseaux sociaux eh bien, qu'ils sont interceptés, qu'il y a des chasseurs derrière. Donc ça, ce sont des choses peut-être qu'il va falloir prendre en compte pour faire évoluer la manière dans l'aérien que l'on a à réagir à ce type d'informations. Autre question à se poser, eh bien, c'est au niveau des caméras embarquées. 350, 787, vous êtes passager, vous avez des caméras. Eh bien, il faut en avoir conscience en tant que chasseur quand vous interceptez, parce que dans certains cas, les gens vont peut-être pouvoir vous voir avec la caméra de queue. Donc il faut faire très attention, normalement on regarde vers l'avant, mais si vous remontez trop sur le côté, ils peuvent vous voir. Donc pour faire très simple, soit vous vous mettez derrière dans une optique de ne pas être détecté, et là il faut réfléchir au fait que maintenant avec Internet ça peut poser des soucis, soit eh bien, vous allez venir intercepter, vous allez vous mettre du côté du commandant de bord, essayer de voir ce qui se passe à bord, de rendre compte à votre état-major et de voir des mouvements suspects, ou alors de donner des ordres visuels directement à l'équipage. Là, c'était pas le cas. Pour faire très simple, souvent on parle de reconnaissance ou de surveillance à distance. Là, clairement, on voit que le Typhoon s'est fait plaisir et pas trop à distance. Ça fait de très belles images. Ça montre que les Italiens ont pris en compte et ont géré le problème de leurs alliés américains, qui l'ont amené en toute sécurité à Rome. Mais ça amène, d'un point de vue débriefing, pour les personnes des forces, à se poser des questions sur les points suivants. 1. Quelle conscience de la situation peuvent avoir les gens / des terroristes dans un avion de ligne maintenant grâce à la connexion Internet? 2. À quelle distance minimum faut-il se mettre d'un avion de ligne alors que les conditions sont bonnes pour éviter eh bien, de se prendre des morceaux si ce dernier explose à cause d'une bombe? Donc comme on peut le voir, sur un événement d'actualité comme ça, il y a quand même moyen d'en sortir des questions très intéressantes. Et le petit cadeau, c'est le 3. Est-ce une situation d'avenir, au vu des tensions géopolitiques à l'heure actuelle, que d'avoir des avions en alerte avec un seul ASRAM sous les ailes? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, on a d'autres vidéos qui arrivent cette semaine. Et d'ici là, fly safe.